Mes parents m'ont jeté dehors un jour après ma césarienne. Ta sœur arrive avec son nouveau-né et elle a plus besoin de la chambre que toi, m'ont-ils dit. Quand je les ai confrontés, maman, je peux à peine bouger. Laisse-moi au moins me reposer pour pouvoir bouger, ma mère a crié en me saisissant par les cheveux. Tu bouges très bien. Maintenant, fais tes valises, arrête de geindre de manière pathétique et sors. Mon père a ricané, s'il vous plaît, débarrassez-moi d'elle. Ça me met mal à l'aise. Alors que mon nouveau-né et moi sortions, ma sœur m'a regardé et a dit, enfin, je peux avoir la chambre pour moi toute seule sans ton cinéma. Mon mari s'est garé et quand il a vu dans quel état j'étais, ce qu'il a fait ensuite les a complètement ruinés. Je m'appelle Wendy, et ce que je vais vous raconter s'est passé il y a 6 mois. J'ai encore l'impression que c'est irréel, mais j'ai besoin d'extérioriser cela parce que la fin. Eh bien, disons simplement que le karma a une façon de remettre les choses en ordre. J'avais 26 ans quand c'est arrivé, marié à mon mari Mitchell depuis 3 ans. Nous essayions d'avoir un bébé depuis 2 ans, et quand je suis enfin tombée enceinte, nous étions aux anges. Mes parents, Suzanne et Philippe, semblaient heureux aussi, ou du moins, c'est ce que je pensais. Ma jeune sœur, Cheryl, qui a 23 ans, a toujours été l'enfant chéri, mais je pensais qu'avoir un petit enfant serait spécial pour tout le monde. La grossesse a été difficile. J'ai développé un diabète gestationnel et j'ai dû subir une césarienne programmée à 38 semaines. Notre fille, Paige, est née en bonne santé, mais l'opération m'a laissé avec des douleurs importantes et à peine capable de bouger. Mitchell a dû retourner au travail immédiatement après la naissance parce qu'il avait utilisé tous ses jours de vacances pendant ma grossesse difficile alors que j'étais alitée. Comme je ne pouvais pas rester seul avec un nouveau-né tout en me remettant d'une opération majeure, nous avons pris des dispositions pour que je reste chez mes parents pendant une semaine. Ils vivaient dans une maison de 4 chambres, et je resterais dans mon ancienne chambre. Mes parents avaient accepté cet arrangement avec enthousiasme des mois plus tôt, disant qu'ils voulaient aider avec leur premier petit enfant. Le premier signal d'alarme aurait dû être quand je suis rentré de l'hôpital. Au lieu de l'accueil chaleureux auquel je m'attendais, ma mère, Suzanne, a à peine jeté un coup d'œil à Paige et a immédiatement commencé à se plaindre que les pleurs du bébé pourraient perturber son sommeil. Mon père, Philippe, s'est contenté de grogner depuis son fauteuil inclinable et a repris sa télé. Mais j'étais épuisée, souffrante et désespérée d'aide, alors j'ai essayé d'ignorer leur comportement froid. J'ai passé cette première nuit à lutter pour allaiter Paige tout en essayant de ne pas déchirer mes incisions chirurgicales. Chaque mouvement me causait une douleur fulgurante dans l'abdomen, et je pouvais à peine me lever pour changer sa couche. Le lendemain matin, c'est là que tout a dégénéré. J'étais au lit en train d'essayer de faire prendre le sein à Paige pour sa tétée matinale lorsque ma mère a fait irruption dans la pièce sans frapper. Elle était déjà habillée et avait ce regard déterminé sur son visage que j'avais appris à craindre enfant. « Wendy, tu dois faire tes affaires. Cheryl arrive aujourd'hui avec bébé Jaden, et elle a plus besoin de cette chambre que toi. » Je la regardais fixement, pensant que j'avais mal entendu. « Quoi ? Maman, je viens de me faire opérer hier. Je peux à peine bouger. »« Tu bouges très bien, a-t-elle rétorqué. Je t'ai vu te promener. Arrête de geindre de manière pathétique et sors. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Maman, je peux à peine bouger. Laisse-moi au moins me reposer pour pouvoir bouger correctement. C'est alors qu'elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a attrapé une poignée de mes cheveux et a tiré ma tête en arrière, son visage à quelques centimètres du mien. Tu bouges très bien. Maintenant, fais tes valises, arrête de geindre de manière pathétique et sors. La douleur de sa prise sur mes cheveux combinée à l'agonie dans mon abdomen due au mouvement soudain m'a fait pousser un cri. Paige a commencé à pleurnicher, sentant ma détresse. « Suzanne, s'il te plaît, débarrasse-moi d'elle » a crié mon père depuis le rez-de-chaussée. Ça me met mal à l'aise. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. C'était mon père. L'homme qui me lisait des histoires au coucher et m'a appris à faire du vélo. Maintenant, il ne pouvait même pas me regarder, moi ou sa petite fille. « Tu as entendu ton père » a dit ma mère, relâchant mes cheveux. Cheryl sera ici dans 1 heure avec Jaden. Il a 6 semaines et elle a besoin de calme et d'espace pour se remettre correctement. Mais maman, dis-je, les larmes coulant sur mon visage, je viens de subir une opération majeure. Cheryl a eu un accouchement naturel il y a 6 semaines. Je ne peux littéralement pas. Je ne veux rien entendre, a-t-elle crié. Cheryl a toujours été plus responsable que toi. Elle a épousé Grégory juste après l'université,
a obtenu son diplôme et maintenant elle nous a donné un beau petit-fils. Tu as attendu d'avoir 26 ans pour te marier, et maintenant tu agis comme si tu étais en train de mourir d'une simple procédure. Le favoritisme n'était pas nouveau, mais ce niveau de cruauté l'était. J'avais toujours su que Cheryl était la préférée, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me jetterait dehors avec un nouveau-né le lendemain de l'opération. Avec des mains tremblantes et les larmes brouillant ma vision, j'ai commencé à faire les affaires de Paige. Chaque mouvement était une agonie. Me pencher pour ramasser ses vêtements me causait de vives douleurs dans mon incision. Je devais m'arrêter toutes les quelques minutes pour reprendre mon souffle. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, me regardant lutter sans offrir d'aide. C'est ridicule, dis-je, essayant une fois de plus. Je suis ta fille aussi. J'ai juste besoin de quelques jours de plus pour guérir. Cheryl arrive avec Jadon, et c'est définitif, dit-elle froidement. Elle a appelé hier soir pour dire qu'elle avait du mal et qu'elle avait besoin d'aide. Contrairement à toi, elle ne se plaint pas de chaque petite chose. Je voulais souligner que je ne m'étais plainte de rien, que je n'avais été que reconnaissante pour leur aide supposée, mais j'étais trop épuisée et trop souffrante pour discuter. Alors que je finissais de faire mes valises, j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. Cheryl était arrivée. J'ai réussi à installer Paige dans son siège auto et à rassembler nos sacs. Descendre les escaliers était atroce. Je devais agripper la rampe et descendre chaque marche lentement, mon incision tirant à chaque mouvement. Cheryl était dans le salon tenant son fils, Jadon, et bavardant avec nos parents comme si de rien n'était. Elle leva les yeux alors que je descendais difficilement les escaliers avec Paige et nos sacs. « Oh, bien. Tu pars, dit-elle avec un sourire satisfait. Enfin, je peux avoir la chambre pour moi toute seule sans ton cinéma. » Je me suis arrêté net. « Cinéma ? Cheryl, je viens de me faire opérer. » Elle leva les yeux au ciel. « S'il te plaît, tu en fais tout un drame à propos d'une simple césarienne. J'ai eu Jadon naturellement, et je vais bien. Tu fais juste tout pour attirer l'attention comme tu le fais toujours. » Je suis resté là, tenant mon nouveau-né qui pleurait, des sacs tombant de mes épaules, une incision chirurgicale brûlant de douleur, et j'ai regardé toute ma famille me traiter comme si je n'étais rien de plus qu'un inconvénient. « Je vais appeler Mitchell, dis-je tranquillement. Bien, dit mon père sans lever les yeux de son journal. Peut-être qu'il peut te faire entendre raison. Je suis sorti dans l'air froid du matin, Paige pleurant dans mes bras. J'ai appelé Mitchell avec des mains tremblantes. « Salut, chérie, répondit-il joyeusement. Comment se passe la première nuit ? » J'ai craqué, et à travers mes sanglots, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Ils ont fait quoi ? Sa voix était dangereusement calme. Ils nous ont jetés dehors. Mitchell, Cheryl a plus besoin de la chambre que moi. Apparemment, je suis dramatique. J'arrive te chercher tout de suite. Ne bouge pas. 20 minutes plus tard, la voiture de Mitchell s'est garée dans l'allée. Il est sorti et m'a vu assise sur les marches de l'entrée, tenant Paige et pleurant, entouré de nos sacs emballés à la hâte. L'expression sur son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de la rage pure. Il s'est approché de moi et a doucement pris Paige de mes bras. « Tu vas bien ? Comment va ton incision ? » « Ça fait si mal, ai-je murmuré. Je pense que j'ai peut-être déchiré quelque chose quand maman m'a attrapé par les cheveux. La mâchoire de Mitchell s'est contractée. Il m'a aidé à monter dans la voiture, à installer Paige dans son siège auto et à charger nos sacs. Puis il a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il s'est dirigé droit vers la porte d'entrée et a frappé. Ma mère a ouvert, l'air ennuyé. « Que veux-tu ? » ?»« Je veux te parler à toi et à Philippe maintenant. » Sa voix était d'un calme mortel. « Nous sommes occupés avec Cheryl et le bébé maintenant. » Mitchell a répété, sa voix d'un calme mortel. Quelque chose dans son ton l'a fait s'écarter. Mitchell est entré dans le salon où mes parents et Cheryl étaient assis. « Alors, dit-il, sa voix étrangement calme. Vous avez jeté dehors votre fille et votre petite-fille le lendemain d'une opération majeure. » « Écoute, Mitchell, commença mon père. »« Non, écoute, Philippe, la voix de Mitchell devenait plus forte. Votre fille vient de se faire ouvrir l'abdomen pour mettre votre petite-fille au monde. Elle peut à peine marcher, et vous l'avez jetée dehors comme une ordure. Cheryl avait plus besoin de la chambre, dit ma mère sur la défensive. Cheryl. Mitchell se tourna vers ma sœur. Cheryl a eu un accouchement naturel il y a 6 semaines.
Elle est à la maison et se remet depuis tout ce temps. Wendy s'est fait opérer hier. Ce n'est pas si grave, dit Cheryl, faisant rebondir Jadon sur son genou. Elle en fait tout un drame. C'est alors que Mitchell a fait quelque chose qui a surpris tout le monde, y compris moi. Il a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Je veux que tu répètes ça, dit-il à Cheryl. Je veux que tu me dises exactement pourquoi tu penses que ta sœur, qui a subi une opération majeure hier, en fait tout un drame. Mitchell, range ce téléphone, rétorqua ma mère. Non, je veux que ce soit enregistré. Je veux que tout le monde voie quel genre de personne vous êtes. Mon père se leva. Tu dois partir. Oh, je pars, dit Mitchell. Mais d'abord, je veux m'assurer que tout le monde est au clair sur ce qui s'est passé ici. Suzanne, tu as attrapé ta fille par les cheveux et tu l'as forcée à quitter la maison un jour après qu'elle ait subi une césarienne. Philippe, tu ne pouvais même pas regarder ta propre fille ou ta petite fille. Et Cheryl, tu te réjouis d'avoir une chambre pendant que ta sœur est en agonie. Il tourna la caméra vers lui-même. Voilà ce qui est arrivé à ma femme et à ma fille nouveau-née aujourd'hui. Sa propre famille les a jetés dehors le lendemain de l'opération parce que sa sœur voulait la chambre. Éteins ça, cria ma mère, tendant la main vers le téléphone. Mitchell recula. Non, ça va aller à tout le monde, vos amis, votre église, vos voisins, vos collègues. Tout le monde va savoir quel genre de personne vous êtes vraiment. Tu ne peux pas faire ça, dit Cheryl, l'air paniqué. Regarde-moi faire, dit Mitchell. Il tapait sur son téléphone. Je publie ça sur Facebook tout de suite. Je vous étiquette tous, et je l'envoie à tous ceux que je connais. Ma mère devint pâle. Mitchell, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, dit-il. Vous avez choisi votre enfant chéri plutôt que votre fille qui vient de se faire opérer. Vous l'avez agressée physiquement quand elle a demandé un minimum de décence humaine. Et maintenant, vous allez en subir les conséquences. Il termina de taper et les regarda. C'est fait. Je l'ai publié sur Facebook, Instagram et je l'envoie à votre groupe d'église, à votre club de lecture et à chaque personne dans vos contacts. La pièce a explosé dans le chaos. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père a commencé à crier, et Cheryl essayait frénétiquement de s'emparer du téléphone de Mitchell. Vous nous avez ruinés, pleurnichait ma mère. Non, dit Mitchell calmement. Vous vous êtes ruinés vous-même. J'ai juste fait en sorte que tout le monde sache qui vous êtes vraiment. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Oh, et une chose de plus, l'héritage de Wendy de sa grand-mère, les 50 000 $ qu'elle prévoyait d'utiliser pour le fonds universitaire de Paige. Elle va tout retirer. Grégory, tu n'en verras jamais un centime. Le visage de ma mère devint blanc. Elle comptait sur cet argent pour leur retraite. Grand-maman Violet me l'avait laissé spécifiquement, mais c'était dans une fiducie que mes parents géraient. Elle ne peut pas faire ça, dit mon père faiblement. Elle le peut et elle le fera. J'ai déjà parlé à l'avocat. L'argent est à Wendy, et elle est assez âgée pour le réclamer. Mitchell sourit froidement. Au revoir. Ne nous contactez plus jamais. Il les laissa là, sous le choc, et revint à la voiture où j'attendais. Qu'est-ce que tu as fait, demandai-je quand il est entré. Je me suis assuré que tout le monde sache ce qu'ils t'ont fait, dit-il. Et je me suis assuré qu'ils en subissent les conséquences. Alors que nous nous éloignions, je pouvais voir ma mère debout dans l'embrasure de la porte, pleurant. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle, presque. Les heures suivantes furent floues. Mitchell m'a emmené à l'hôpital pour vérifier mon incision, qui, heureusement, n'était pas déchirée, mais simplement très sollicitée. Nous sommes ensuite allés à l'hôtel pour la nuit parce que je ne pouvais pas me résoudre à rentrer à la maison et à affronter les escaliers. À l'hôtel, j'ai finalement eu un moment pour digérer tout ce qui s'était passé. Je me suis assise dans la salle de bain, fixant mon reflet dans le miroir. Mes cheveux étaient ébouriffés à l'endroit où ma mère les avait attrapés. Mes yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré, et j'avais l'air d'avoir traversé l'enfer parce que c'était le cas. Paige dormait paisiblement dans son berceau portable, complètement inconsciente du chaos qui entourait sa naissance. Je regardais sa petite poitrine se soulever et s'abaisser et je sentais une féroce protection m'envahir. Personne ne la traiterait jamais comme ma famille m'avait traité. Je m'en assurais. Mitchell était sur son ordinateur portable, surveillant les réponses à sa vidéo. Wendy, tu dois voir ça, dit-il doucement.
Je me suis approché et j'ai regardé l'écran. La vidéo avait été partagée des dizaines de fois rien que dans les premières heures, et les commentaires affluaient. Mais il n'y avait pas que des inconnus qui commentaient. Des gens de notre ville, des gens qui connaissaient ma famille, exprimaient leur choc et leur dégoût. Madame Henderson, mon ancienne professeure de lycée, avait écrit « J'ai enseigné à Wendy dans ma classe d'anglais. Elle était l'une des élèves les plus gentilles et les plus respectueuses que j'ai jamais eues. Cela me brise le cœur. Aucune mère ne devrait traiter son enfant de cette façon, surtout après une opération. » Mike, le collègue de Mitchell, avait commenté « Mec, je n'arrive pas à croire que c'est la famille de ta femme. Quel genre de monstres font ça à leur propre fille ?» Mais le commentaire qui m'a le plus touché était celui de mon amie d'enfance, Rachel. « Wendy, je suis tellement désolé que cela te soit arrivé. Je me souviens que tes parents ont toujours favorisé Cheryl, mais je n'aurais jamais pensé qu'ils tomberaient aussi bas. Tu mérites tellement mieux. » La lecture de ces commentaires m'a fait comprendre que d'autres personnes avaient également remarqué le favoritisme. Ce n'était pas seulement dans ma tête. Les schémas de violence émotionnelle et de négligence que j'avais normalisés en grandissant étaient visibles pour tous ceux qui nous entouraient. Pendant ce temps, la vidéo de Mitchell devenait virale, pas virale sur Internet, mais virale au sein de notre communauté. Le soir, elle avait été partagée des centaines de fois. Les commentaires étaient brutaux. C'est absolument dégoûtant. Qui jette sa fille après une opération? Je ne parlerai plus jamais à mes parents s'ils me faisaient ça. Cette pauvre fille. Je n'arrive pas à croire que sa propre famille ferait ça. C'est de la maltraitance infantile. Elle vient d'avoir un bébé. Mitchell m'a montré son téléphone. Regarde ça, Wendy. Janet, l'amie de ta mère du club de lecture, a commenté. J'ai lu le commentaire de Janet, Suzanne, je suis absolument consterné par ton comportement. Comment as-tu pu faire ça à ta propre fille? Je ne sais même plus qui tu es. Ne te donne pas la peine de venir au club de lecture la semaine prochaine. Tu n'es plus la bienvenue. Des commentaires similaires apparaissaient de la part d'autres personnes qui connaissaient mes parents. Steve, le copain de golf de mon père, avait écrit « Philippe, c'est dégoûtant. Je pensais te connaître, mais apparemment je me suis trompé. Ne t'attends pas à me voir au club plus longtemps. » La vitesse à laquelle leur cercle social se retournait contre eux était choquante. En quelques heures, des décennies d'amitié étaient détruites par une seule vidéo qui montrait simplement la vérité sur qui ils étaient réellement. Le téléphone de Mitchell n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications, plus de partages, plus de commentaires, plus de gens exprimant leur indignation. Il m'a montré une capture d'écran de la page Facebook de ma mère. Elle a publié une mise à jour de statut, « S'il vous plaît, arrêtez de partager cette vidéo. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. » Les réponses à son message ont été brutales. Personne après personne l'interpellait, exprimant son dégoût et exigeant de savoir quelle justification possible il pouvait y avoir à jeter une fille après une opération. Ma tante Faye, la propre sœur de ma mère, avait commenté « Suzanne, j'ai regardé cette vidéo 3 fois en essayant de comprendre comment tu as pu faire ça à Wendy. Il n'y a pas d'histoire complète qui justifie ce comportement. J'ai honte de t'appeler ma sœur. » Ce commentaire m'a particulièrement stupéfaite parce que Faye avait toujours été proche de ma mère. Si elle se retournait contre elle, cela signifiait que les dégâts étaient encore pires que je ne l'avais réalisé. Mitchell m'a montré une autre série de commentaires où les gens discutaient des antécédents de favoritisme de mes parents. Apparemment, c'était évident pour tout le monde dans la ville depuis des années. Je me souviens qu'à la remise des diplômes de Wendy au lycée, ses parents l'ont à peine applaudi, mais ont fait une standing ovation à Cheryl quand elle a remporté un prix mineur à la cérémonie du collège la même semaine, a écrit Madame Robbins, une amie de la famille. Quand Wendy s'est mariée, Suzanne a passé toute la réception à parler des fiançailles à venir de Cheryl au lieu de célébrer sa fille aînée, a ajouté quelqu'un d'autre. Le schéma était clair pour tous ceux qui avaient fait attention. Mes parents m'avaient maltraité émotionnellement pendant des années, et la vidéo avait finalement révélé cela au monde. Mais la véritable bombe a éclaté vers minuit. Le téléphone de Mitchell a sonné, et c'était Gregory, le mari de Cheryl. « Mitchell, je dois te parler, dit Gregory. Peux-tu me retrouver quelque part? Je ne peux pas faire ça au téléphone. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 de l'autre côté de la ville. » Gregory avait l'air terrible quand il est arrivé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il a commandé un café et s'est assis en face de nous à la table. « Je dois vous dire quelque chose, dit-il.
Cheryl n'a pas juste décidé de venir hier. Elle a planifié ça. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a été jalouse de toi pendant toute ta grossesse, expliqua Grégory. Elle n'arrêtait pas de dire que tu recevais toute l'attention, que tes parents étaient plus excités par Paige qu'ils ne l'étaient par Jadon. Quand il est né il y a 6 semaines, elle était furieuse à ce sujet. Il prit une gorgée de café et continua. Quand tu es entré en travail, elle a appelé tes parents et leur a dit qu'elle avait du mal avec la dépression postpartum et qu'elle avait besoin de leur aide. Elle leur a spécifiquement demandé de lui donner ta chambre. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Elle a planifié ça? Elle a planifié de me virer après l'opération? Grégory hocha la tête tristement. Elle a dit que ça t'apprendrait à ne pas être le centre d'attention. Elle pensait que ce serait drôle de te voir devoir partir. Le visage de Mitchell devenait rouge de colère. Elle pensait que ce serait drôle de forcer une femme qui vient de se faire opérer à quitter la maison de ses parents? Je suis tellement désolé, dit Grégory. Je n'avais aucune idée à quel point c'était grave jusqu'à ce que je voie cette vidéo. Quand je suis rentré à la maison et que je l'ai confrontée à ce sujet, elle a ri. Elle a réellement ri et a dit, tu l'as mérité pour avoir été dramatique. Point. Cette révélation a tout changé. Ce n'était pas seulement du favoritisme ou un manque de jugement. C'était une cruauté calculée. Ma sœur avait délibérément orchestré mon humiliation et ma douleur. Il y a plus, dit Grégory tranquillement. Elle a une liaison avec son patron à l'agence de marketing. Ça a commencé il y a environ 1 an, avant la naissance de Jadon. Je l'ai découvert ce soir. Les coups n'arrêtaient pas de tomber. Ma sœur n'était pas seulement cruelle. Elle était une tricheuse et une menteuse. Je demande le divorce, continua Grégory. Et je vais m'assurer d'obtenir la garde complète de Jadon. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que ce genre de comportement est normal. Nous avons parlé pendant encore 1 heure, Grégory partageant plus de détails sur le comportement de Cheryl et l'implication de mes parents dans le plan. Apparemment, ils en avaient tous discuté auparavant et étaient d'accord pour dire que j'étais trop nécessiteuse et que j'avais besoin d'apprendre l'indépendance. Le lendemain matin, armé de ces nouvelles informations, Mitchell a fait une autre vidéo. Celle-ci était plus détaillée, expliquant la nature préméditée de ce qui s'était passé. Il a inclus des captures d'écran de messages textes que Grégory avait fournis, montrant Cheryl se vanter auprès de ses amis de son plan pour me virer. Cette deuxième vidéo était encore plus dommageable que la première. La révélation que cela avait été planifié rendait ma famille encore pire. Les gens les traitaient de psychopathes, de sociopathes, et pire encore. Les amis de mes parents ont commencé à les appeler. Le club de lecture de ma mère l'a expulsé. Les partenaires de golf de mon père ont cessé de lui parler. Mais il faudrait des mois avant que leur église ne prenne des mesures officielles. Le pasteur Murphy a appelé mes parents le lendemain matin. Apparemment, plusieurs membres de la congrégation avaient vu la vidéo et étaient consternés. Ils voulaient les rencontrer au sujet de leur comportement non chrétien. Ma mère m'a appelé en pleurant. Wendy, s'il te plaît. Tu dois demander à Mitchell de supprimer cette vidéo. Nous sommes en train d'être détruits. Tant mieux, ai-je répondu. Vous m'avez détruite en premier. Nous sommes tes parents. Non, les parents ne jettent pas leurs enfants après une opération. Les parents n'attrapent pas les cheveux de leur fille et ne la forcent pas à quitter la maison. Vous êtes des étrangers pour moi maintenant. Elle sanglotait. S'il te plaît, chérie. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Êtes-vous désolé? Ou êtes-vous désolé de vous être fait prendre? Il y eut un long silence. Nous sommes désolés de nous être fait prendre, murmura-t-elle. Au moins, elle était honnête. La véritable explication est survenue 3 jours plus tard. Je suis allé au bureau de l'avocat pour réclamer mon héritage. Monsieur Nova, l'avocat de la famille, était dégoûté quand il a entendu ce qui s'était passé. Votre grand-mère se retournerait dans sa tombe, a-t-il dit. Elle vous a spécifiquement laissé cet argent parce qu'elle savait que vous en auriez besoin un jour. Elle n'a jamais fait confiance à vos parents avec de l'argent. J'ai signé les papiers et fait transférer les $50 000 sur un compte auquel mes parents ne pouvaient pas accéder. C'était de l'argent que j'avais prévu d'utiliser pour l'avenir de Paige, mais maintenant je savais que je devais la protéger de ma famille toxique. Mais le choc financier n'était pas le pire pour mes parents. L'exil social était en train de les détruire. Ma mère a dû quitter son emploi à l'école primaire parce que des parents se plaignaient de sa présence auprès des enfants.
Le conseil scolaire avait reçu des dizaines d'appels après que la vidéo soit devenue virale, des parents exprimant leur inquiétude quant au fait d'avoir quelqu'un qui traiterait ses propres filles avec autant de cruauté travaillant avec leurs enfants. Comment pouvons-nous lui faire confiance avec nos enfants si elle ne peut même pas être gentille avec sa propre fille? Un parent avait écrit au surintendant. Le directeur, le docteur Lawson, avait convoqué ma mère dans son bureau 3 jours après la publication de la vidéo. Plusieurs parents lui avaient fourni des copies imprimées de la vidéo et des fils de commentaires exigeant une action. Suzanne, je vais être direct avec vous, avait dit le docteur Lawson. Le conseil scolaire a décidé qu'il valait mieux que vous démissionniez. La communauté a perdu confiance en votre caractère, et nous ne pouvons pas avoir ce genre de négativité affectant notre environnement scolaire. Ma mère avait essayé de se défendre, affirmant que la vidéo avait été sortie de son contexte, mais le docteur Lawson ne l'a pas cru. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois, Suzanne. J'ai lu les commentaires des gens qui connaissent votre famille. Ce n'est pas un incident isolé. C'est un modèle de comportement, et la communauté sait l'exprimer. Lorsque ma mère a refusé de démissionner, ils l'ont renvoyée après 15 ans de travail à l'école. Elle a été licenciée pour conduite indigne d'un éducateur. Le journal local a même repris l'histoire. Le titre était « Une enseignante d'école primaire locale renvoyée après qu'une vidéo la montre maltraitant sa fille après une opération ». L'article comprenait des citations de parents et de membres de la communauté exprimant leur indignation. Mon père a perdu 2 clients importants pour son cabinet comptable parce qu'il ne voulait pas travailler avec quelqu'un qui traiterait sa propre fille de cette façon. Mais le coup le plus dur est venu lorsque son plus gros client, Shelton Manufacturing, a résilié son contrat. Monsieur Shelton était le client de mon père depuis plus d'une décennie, représentant près de 40% de ses revenus commerciaux. Lorsque la vidéo a fait surface, la belle-fille de Monsieur Shelton l'a vue et a été horrifiée. Mon beau-père m'a appelé personnellement, m'a dit Mitchell après avoir parlé à quelqu'un qui travaillait chez Shelton Manufacturing. Il a dit qu'il ne pouvait pas continuer à travailler avec quelqu'un qui traiterait son propre enfant de cette façon. Il a dit que cela montrait un manque fondamental de caractère et de compassion. Le contrat de Shelton Manufacturing valait $80 000 par an pour le petit cabinet comptable de mon père. Le perdre signifiait qu'il devrait licencier son seul employé et potentiellement perdre son espace de bureau. Mais les conséquences n'ont cessé de s'accumuler. La société de prêt hypothécaire de mes parents a d'une manière ou d'une autre pris connaissance de la situation lorsqu'un extrait vidéo a été partagé dans un groupe Facebook local qui comprenait plusieurs de leurs employés. Le service des ressources humaines de la société a décidé que le comportement public de mon père reflétait mal leur image d'entreprise et a mis fin à leurs relations commerciales. Mes parents étaient avec la même société de prêt hypothécaire depuis 20 ans, et soudain, ils se sont déménés pour trouver un nouveau financement. Au milieu de toutes les retombées sociales et professionnelles, ils étaient confrontés à une potentielle saisie immobilière. Le stress commençait à avoir des répercussions physiques sur eux deux. Ma mère a développé un eczéma lié au stress qui lui couvrait les bras et le visage. Mon père a commencé à avoir des crises de panique et a dû être hospitalisé 2 fois pour ce qu'il pensait être des crises cardiaques, mais qui se sont avérées être de l'anxiété. Leur mariage, déjà mis à rude épreuve par des années de dysfonctionnement, a commencé à se fissurer sous la pression. Ma mère a reproché à mon père de ne pas m'avoir défendu, disant que son manque d'action l'avait fait paraître encore pire dans la vidéo. « Tu es resté assis là comme un lâche », lui a-t-elle crié pendant une de leurs disputes que les voisins ont rapporté avoir entendu. « Tu n'as même pas essayé de m'arrêter. » Maintenant, tout le monde pense que nous sommes tous les deux des monstres. Mon père, quant à lui, a reproché à ma mère d'avoir été trop dur et d'avoir créé toute la situation. « C'est toi qui lui as attrapé les cheveux », a-t-il répliqué. « C'est toi qui as jeté notre fille dehors. » J'essayais juste de ne pas m'en mêler. Aucun d'eux ne semblait comprendre qu'ils étaient tous les deux également coupables. Aucun d'eux ne m'avait montré de gentillesse ou de soutien quand j'en avais le plus besoin. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour leur mariage est survenue lorsque la sœur de ma mère, Faye, a appelé et les a désinvités au mariage de sa fille. Le mariage était censé avoir lieu dans 2 mois, et mes parents l'attendaient avec impatience depuis plus d'1 an. « Je ne peux pas vous avoir là, Suzanne », a déclaré Faye. « Ma fille ne veut pas de drama, et franchement, j'ai honte d'être apparentée à toi en ce moment. Ce que tu as fait à Wendy est impardonnable. » Cela a dévasté ma mère parce que la fille de Faye, Paige, oui, elle porte mon nom, avait toujours été proche d'elle. L'idée qu'elle soit exclue des événements familiaux importants lui a fait réaliser à quel point elle avait complètement détruit sa réputation. Cheryl avait ses propres problèmes.
Ses amis avaient vu la vidéo et étaient horrifiés. Plusieurs personnes avaient commenté sa façon d'agir, la qualifiant de cruelle et sans cœur. Son mari, Grégory, était mortifié et lui a fait écrire des excuses publiques, qu'elle a publiées sur Facebook. Mais les problèmes de Cheryl ne faisaient que commencer. Son patron au cabinet de marketing, le même homme avec qui elle avait une liaison, a décidé de mettre fin à leur relation après avoir vu la vidéo. Il était marié et avait des enfants et ne pouvait pas risquer d'être associé à quelqu'un qui avait une image publique aussi négative. « Je ne peux plus être vu avec toi », lui a-t-il dit. « Ma femme a vu cette vidéo, et elle est furieuse. Elle sait que nous avons travaillé tard ensemble, et maintenant elle se méfie. Je ne peux pas me permettre que mon mariage soit scruté à cause du drame de ta famille. » Cheryl était dévastée. Elle avait prévu de quitter Grégory pour cet homme, pensant qu'il divorcerait de sa femme et qu'ils commenceraient une nouvelle vie ensemble. Au lieu de cela, il l'a coupé complètement et l'évitait au travail. La révélation de l'affaire est apparue au cours de la procédure de divorce de Grégory. Son avocat avait engagé un détective privé qui a facilement découvert la relation. Le comportement cruel de Cheryl dans la vidéo, combiné à son infidélité, a permis à Grégory d'obtenir facilement tout ce qu'il voulait dans le divorce. Le juge qui a traité leur affaire avait en fait vu la vidéo parce que sa femme l'avait partagée sur Facebook. Lors de l'audience de garde, il a mentionné le comportement de Cheryl envers moi comme preuve de son mauvais caractère et de son mauvais jugement. Madame Robbins, avait déclaré le juge, j'ai examiné les preuves de votre liaison extra-conjugale, mais je suis également préoccupé par la vidéo qui montre votre traitement de votre sœur après qu'elle ait subi une intervention chirurgicale. Cela démontre un schéma de comportement insensible et cruel qui soulève de sérieuses questions quant à votre aptitude à être parent. Cheryl a perdu la garde principale de Jadon et a été condamnée à verser une pension alimentaire pour enfants. Elle a également été tenue de suivre des cours de compétences parentales et des consultations de gestion de la colère. La décision du juge était accablante, faisant référence à sa cruauté calculée et à son manque d'empathie. Grégory a tenu sa promesse. Il a obtenu la garde de Jadon et l'amène régulièrement rendre visite à Paige. Les enfants grandissent en tant qu'amis, ce que j'ai toujours voulu. 6 mois plus tard, voici où tout le monde a fini. Ma mère, Suzanne, vit avec sa sœur en Arizona, travaillant comme caissière dans une épicerie. Elle a perdu tous ses amis et a dû recommencer à 0 à 58 ans. Elle envoie des cartes à Paige que je jette sans les ouvrir. Mon père, Philippe, vit dans un appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. Son cabinet comptable a fait faillite, et il travaille maintenant pour quelqu'un d'autre. Il a développé un problème d'alcool et a l'air terrible chaque fois que je le vois en ville. Cheryl vit dans un parc de caravanes avec son nouveau petit ami, un type qu'elle a rencontré dans un bar. Elle a perdu la garde de Jadon et n'a droit qu'à des visites tous les 2 week-ends. Elle travaille dans un restaurant de restauration rapide et a l'air misérable chaque fois que je la vois. Grégory s'est remarié avec une femme merveilleuse nommée Kelly qui traite Jadon comme son propre fils. Ils sont heureux, et Jadon s'épanouit. Mitchell et moi sommes plus forts que jamais. Ce qu'il a fait ce jour-là m'a montré à quoi ressemble le véritable amour. Il ne m'a pas seulement réconforté, il s'est battu pour moi. Il s'est assuré que ma famille assume les conséquences de ses actes. Paige a maintenant 6 mois et est la lumière de nos vies. Elle ne connaîtra jamais ses grands-parents ou sa tante, mais elle est entourée de l'amour de la famille de Mitchell et de notre famille de cœur d'amis. La vidéo est toujours sur les médias sociaux. Mitchell refuse de la supprimer, et honnêtement, je ne veux pas qu'il le fasse. Elle sert de rappel de ce qui s'est passé et d'avertissement aux autres sur qui est vraiment ma famille. Les gens me demandent souvent si je me sens mal de ce qui est arrivé à mes parents et à Cheryl. La vérité est que non. Ils ont fait leur choix, et ils doivent en vivre avec les conséquences. Ils auraient pu être gentils, serviables et aimants. Au lieu de cela, ils ont choisi la cruauté. Le mieux, c'est que Paige grandira en sachant qu'elle est aimée et protégée. Elle ne connaîtra jamais le favoritisme et l'amour conditionnel avec lesquels j'ai grandi. Elle ne se demandera jamais si elle est assez bonne ou si ses parents l'aiment vraiment. Mitchell et moi prévoyons de déménager dans un autre état l'année prochaine. Nous voulons prendre un nouveau départ loin de tout le drame et des personnes toxiques. Nous allons utiliser une partie de mon héritage pour un acompte sur une maison où Paige pourra grandir heureuse et en sécurité. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si mes parents avaient simplement été gentils avec moi ce jour-là. S'ils m'avaient aidé à me remettre et avaient accueilli leur petite fille avec amour, nous aurions pu avoir une relation. Paige aurait pu avoir des grands-parents qui l'aimaient. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont choisi.
Ils ont choisi Cheryl plutôt que moi comme ils l'avaient toujours fait. Ils ont choisi la cruauté plutôt que la gentillesse. Et maintenant, ils vivent avec les conséquences de ces choix. La dernière fois que j'ai vu ma mère, elle était à l'épicerie où elle travaille. Elle avait l'air plus âgée, plus triste et complètement brisée. Elle m'a vu avec Paige et a commencé à pleurer. « S'il te plaît » a-t-elle murmuré. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Je l'ai regardé pendant un long moment. « Je sais que tu le hais, mais désolé ne défait pas ce que tu as fait. Désolé ne me rend pas la première semaine de la vie de ma fille. Désolé ne guérit pas le traumatisme que tu as causé. » Elle a acquiescé, des larmes coulant sur son visage. « Je sais. Tu me manques. Paige me manque. Alors tu aurais dû y penser avant de nous jeter dehors, ai-je dit. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Je me suis éloigné et ne me suis jamais retourné. La vérité est que je suis plus heureuse maintenant que je ne l'ai jamais été. Je suis libérée des personnes toxiques qui ne m'ont jamais vraiment aimé. J'ai un mari qui ferait n'importe quoi pour moi et une fille qui grandira en sachant qu'elle est chérie. Mais le chemin vers ce bonheur n'a pas été facile. Pendant des semaines après l'incident, j'ai lutté contre la culpabilité et je me suis remise en question. Malgré tout ce qu'ils m'avaient fait, ils étaient toujours ma famille, et les voir souffrir était difficile. J'ai commencé à consulter un thérapeute, le docteur Harding, spécialisé dans les traumatismes familiaux. Elle m'a aidé à comprendre que ce que je vivais était normal pour les survivants de violences. Vous avez été conditionnés à faire passer leurs besoins avant les vôtres, a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances. On vous a appris que vous êtes responsable de leurs émotions et de leurs réactions. Mais Wendy, vous n'êtes pas responsable des conséquences de leurs actes. Grâce à la thérapie, j'ai commencé à comprendre toute l'étendue de la violence émotionnelle que j'avais subie en grandissant. Le favoritisme n'était pas qu'une simple préférence. C'était un modèle délibéré visant à me faire sentir moins digne que Cheryl. Les critiques constantes, le rejet de mes réalisations, la façon dont ils me gaslightaient quand je soulignais leur traitement injuste, tout cela faisait partie d'un système conçu pour me maintenir obéissante et désespérée de leur approbation. Les enfants qui grandissent avec un amour conditionnel deviennent souvent des adultes qui tolèrent un comportement inacceptable, m'a dit le docteur Harding. Ils endureront la violence parce qu'ils espèrent toujours enfin gagner l'amour qu'ils n'ont jamais reçu. La thérapie m'a aidé à réaliser que couper le contact avec ma famille n'était pas cruel. C'était nécessaire pour ma santé mentale et pour protéger Paige des mêmes schémas toxiques. Pendant ce temps, les retombées de la vidéo ont continué à se répercuter dans notre communauté. 6 mois après l'incident, l'église de mes parents a finalement pris des mesures officielles. Le pasteur Murphy avait initialement essayé de servir de médiateur, espérant faciliter la réconciliation et le pardon. Mais lorsque la congrégation a appris la nature préméditée du plan de Cheryl, lorsque d'autres histoires ont émergé sur le traitement de mes parents à mon égard au fil des ans, les dirigeants de l'église ont décidé qu'ils devaient agir. Nous croyons au pardon, a déclaré le pasteur Murphy à mes parents lors d'une réunion dont Grégory m'a parlé plus tard. Mais nous croyons également à la responsabilité. Vos actions ont causé un scandale dans notre communauté et ont nui au témoignage de notre Église. Mes parents ont été invités à démissionner de tous leurs postes de direction. Ma mère avait été la trésorière du ministère des Femmes, et mon père avait été diacre. Les 2 postes ont été discrètement réattribués à d'autres membres. L'Église n'a pas annoncé publiquement sa décision, mais dans une petite ville, la nouvelle se répand vite. Bientôt, tout le monde a su que mes parents avaient été essentiellement rétrogradés au sein de leur propre congrégation. L'isolement social devenait insupportable pour eux. Ma mère, qui avait toujours été profondément impliquée dans les activités communautaires, s'est retrouvée exclue de tout. Les femmes de l'auxiliaire ne la laissaient pas aider à la campagne de charité annuelle. Le club de jardinage l'a désinvitée de leurs réunions mensuelles. Même les caissières de l'épicerie la traitaient froidement. Mon père n'a pas eu plus de succès. Sa partie de poker hebdomadaire s'est dissoute parce que les autres joueurs étaient mal à l'aise en sa présence. Son adhésion au club de golf a été discrètement révoquée après que d'autres membres se soient plaints. Il avait perdu non seulement ses clients, mais aussi tout son réseau social. Le coup de grâce est venu lorsque ma grand-mère maternelle, Violet, qui vivait dans une maison de retraite à 2 heures de route, a vu la vidéo. Quelqu'un la lui avait montrée sur son téléphone, et elle était horrifiée. Grand-maman Violet avait toujours été la matriarche de la famille, et son opinion avait un poids énorme. Quand elle a appelé ma mère et lui a dit qu'elle était dégoûtée et honteuse de son comportement, ma mère s'est complètement effondrée.
Je t'ai élevé mieux que ça, Suzanne, avait dit grand-maman Violet. Je pensais t'avoir appris à être gentille et compatissante. Ce que tu as fait à Wendy est impardonnable. Cette pauvre fille venait de subir une opération, et tu l'as jetée dehors comme une ordure. Grand-maman Violet, qui avait 89 ans, a pris la difficile décision de changer son testament. Elle avait prévu de laisser sa maison à ma mère, mais après avoir vu la vidéo, elle a contacté son avocat et a changé le bénéficiaire en moi. Wendy a fait preuve de plus de force et de grâce dans cette situation que le reste d'entre vous réunis, a-t-elle dit à l'avocat. Elle mérite d'hériter de la maison, pas de la fille qui l'a traitée si cruellement. Quand ma mère a appris le changement de testament, elle a été dévastée. La maison valait plus de 200 000 $, et elle comptait sur cet héritage pour sa retraite. 6 mois plus tard, voici où tout le monde a fini. Ma mère, Suzanne, vit avec sa sœur en Arizona, travaillant comme caissière dans une épicerie. Elle a perdu tous ses amis et a dû recommencer à 0 à 58 ans. Elle envoie des cartes à pêche que je jette sans les ouvrir. Mais vivre avec sa sœur n'a pas été le refuge qu'elle espérait. Tante Faye, bien qu'elle lui ait offert un endroit où rester, a clairement indiqué qu'elle désapprouvait les actes de ma mère. Les deux sœurs, qui avaient autrefois été proches, se parlent maintenant à peine. Je ne peux plus te regarder de la même façon, lui avait dit Faye. Chaque fois que je te vois, je pense à ce que tu as fait à Wendy. Comment as-tu pu être aussi cruel envers ton propre enfant? Le nouvel emploi de ma mère à l'épicerie paie le salaire minimum, loin de son salaire d'enseignante. Ses collègues sont pour la plupart des adolescents et de jeunes adultes qui ne connaissent pas son passé, mais elle vit dans la crainte constante que quelqu'un la reconnaisse grâce à la vidéo. Le stress a eu de graves répercussions sur sa santé. Elle a développé de l'hypertension artérielle et de l'insomnie chronique. Elle a dramatiquement vieilli, ressemblant plus à 70 ans qu'à 58 ans. Mon père, Philippe, vit dans un appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. Son cabinet comptable a fait faillite, et il travaille maintenant pour quelqu'un d'autre. Il a développé un problème d'alcool et a l'air terrible chaque fois que je le vois en ville. L'appartement qu'il loue se trouve dans un complexe délabré du mauvais côté de la ville. C'est loin de la maison de 4 chambres qu'il possédait depuis 20 ans. Les murs sont fins, et il peut entendre ses voisins se disputer à toute heure. Il s'est plaint au propriétaire à plusieurs reprises, mais rien n'est fait. Son nouvel emploi est celui de comptable pour un petit magasin de pièces automobiles. Le salaire est inférieur à la moitié de ce qu'il gagnait auparavant, et il n'a pas d'avantages sociaux. À 62 ans, il est trop âgé pour trouver facilement un meilleur emploi, surtout avec sa réputation ternie. L'alcool a commencé comme un moyen d'engourdir la douleur de tout perdre. Mais c'est devenu un problème grave. Il a été arrêté 2 fois pour conduite en état d'ébriété, et son permis a été suspendu. Il doit maintenant prendre le bus pour aller au travail, ce qui est humiliant pour quelqu'un qui conduisait auparavant une voiture de luxe. Cheryl vit dans un parc de caravanes avec son nouveau petit ami, un type qu'elle a rencontré dans un bar. Elle a perdu la garde de Jadon et n'a droit qu'à des visites tous les 2 week-ends. Elle travaille dans un restaurant de restauration rapide et a l'air misérable chaque fois que je la vois. Le parc de caravanes est un endroit difficile où les trafiquants de drogue et les appels de violence conjugale sont courants. Le nouveau petit ami de Cheryl, Brent, est sans emploi et a un casier judiciaire. Il est violent tant émotionnellement que physiquement, mais Cheryl sent qu'elle n'a pas de meilleures options. Son emploi au restaurant de restauration rapide est le seul travail qu'elle ait pu trouver après avoir été renvoyée du cabinet de marketing. Son patron là-bas avait vu la vidéo et avait décidé que son comportement la rendait impropre à un poste en contact avec la clientèle. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un avec votre réputation représentant notre entreprise, lui a-t-il dit. Ce que vous avez fait à votre sœur montre un manque total de professionnalisme et de décence humaine fondamentale. La visite de Cheryl avec Jadon est supervisée en raison d'inquiétudes concernant sa situation de vie et son instabilité émotionnelle. Elle est tenue de le rencontrer dans un centre de visite familiale où des travailleurs sociaux surveillent leurs interactions. Les visites supervisées sont déchirantes pour elle. Jadon, qui a maintenant 7 mois, la connaît à peine. Il pleure quand elle essaie de le tenir et tend la main vers Grégory quand il arrive pour venir le chercher. Les travailleurs sociaux ont noté dans leur rapport que Cheryl semble plus préoccupée par ses propres besoins émotionnels que par ce qui est le mieux pour son fils. Grégory s'est remarié avec une femme merveilleuse nommée Kelly qui traite Jadon comme son propre fils. Ils sont heureux, et Jadon s'épanouit. Kelly est infirmière pédiatrique et a de l'expérience avec des enfants issus de milieux difficiles. Elle a été patiente et aimante avec Jadon, l'aidant à s'adapter à sa nouvelle vie.
Elle a également soutenu la décision de Grégory de maintenir le contact avec moi, comprenant que Jadon a besoin de connaître sa tante et sa cousine. Nous quatre, Grégory, Kelly, Jadon et Paige, avons souvent des dîners de famille ensemble. C'est le genre d'environnement familial aimant et soutenant que je n'ai jamais eu en grandissant, et cela me rend incroyablement reconnaissante pour la famille que j'ai choisie. Mitchell et moi sommes plus forts que jamais. Ce qu'il a fait ce jour-là m'a montré à quoi ressemble le véritable amour. Il ne m'a pas seulement réconforté, il s'est battu pour moi. Il s'est assuré que ma famille assume les conséquences de ses actes.